Est-ce les Congo étaient privilégiés quand on donnait des limites aux pays africains? Est-ce le président rwandais Paul Kagame a-t-il rappelé la vraie histoire aux Congolais? Faut-il croire encore aux promesses du régime Tshisekedi par rapport à la vie sociale en général? Il y a ceux qui pensent que le régime Tshisekedi a échoué parce que la vie est devenue très chère en République démocratique du Congo la preuve année. Et il y a ceux qui réclament le retour de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, peut-on-nous croire ou pouvons-nous accepter ou confirmer ce que le président avait dit, qui appuie l'opposition en République démocratique du Congo? Nous avons une opposition faible. Il y a eu la déclaration des 4 leaders de l'opposition à Lubumbashi. On en parle. Sur ces plateaux, je suis avec l'un des grands communicateurs de l'Union sacrée, ce qui veut dire le régime en place. Lui s'appelle M. Thierry Moussenepo. Il est communicateur de l'Union sacrée, président de la Ligue des jeunes, des CCI, parti cher à l'honorable, l'homme intelligent de mon pays, honorable Lambert Mende Omalanga. M. Thierry Moussenepo, soyez le bienvenu. Merci. Est-ce que vous vous sentez heureux aujourd'hui, à l'aise d'être dans l'Union sacrée? Bien sûr. L'Union sacrée, c'est quoi? L'Union sacrée, au départ, avant que ça ne soit une plateforme politique, ça a été une pensée émise par le chef de l'État qui consistait à regrouper les forces vives de la nation autour de l'établissement de l'état de droit, de la lutte contre la corruption, mais aussi pour essayer de casser les antivaleurs qui ont fait que notre société ait pu régresser depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'était une vision qui a vu le jour après l'échec de la coalition FCC-Cash, qui malheureusement n'avait pas donné les bons fruits. Il fallait redonner de l'adrénaline dans la vision politique. Il a plu au chef de l'État de penser l'Union sacrée, et tous ceux qui étaient d'accord avec cette vision l'ont rejoint et ont formé autour de lui une grande famille politique qui aujourd'hui est devenue une plateforme. Nous avons signé la charte il y a près d'une semaine et nous nous préparons à organiser la sortie officielle pour le 29 de ce mois en cours. Alors, M. Thierry Moussenepo, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, il y a les Congolais de la diaspora qui m'ont demandé également de ne pas vous louper. Il y a des questions des Congolais parce qu'on vous suit partout dans le monde. Quelle est la différence qui est entre l'FCC et l'Union sacrée? Et vous venez de signer la charte. Qu'est-ce qui est différent? Il semble que c'est la même chose. Vous avez même fait du plagiat. Vous avez pris tout ce qui était dans l'FCC, vous l'avez amené à l'Union sacrée, la même phrase, le même mot. Mais écoutez, d'abord, le français utilise les mêmes mots pour décrire un arbre, les mêmes mots pour décrire une voiture. Donc, lorsque vous parlez d'une Jaguar ou d'une Mercedes, vous allez utiliser le vocable voiture. Ça signifie que les mots peuvent être les mêmes, mais la pensée qui anime ces mots sont différentes. Au sein du FCC, il y avait un besoin de faire gagner un candidat, principalement, celui qui était présenté par l'ancienne majorité. Et le FCC est né d'une dynamique politique, c'est-à-dire au lendemain des discussions indirectes et directes qu'il y a eu d'abord à la Cité de l'Union africaine, puis ensuite au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa, de la conférence épiscopale. Et ça a donné lieu à un gouvernement d'union qui ensuite a souhaité à ce qu'il puisse accompagner la famille politique pour faire gagner ce candidat. Ensuite, après les élections, cette plateforme a voulu être une force politique. Aujourd'hui, la vision, elle est différente. Le cheminement, il est différent. Le cheminement est que nous avons une pensée du chef de l'État qui a fédéré tout le monde autour d'une vision claire. Okay. Et cette vision qui se base sur le bien-être des Congolais, sur la lutte contre la corruption et les antivaleurs et l'établissement de l'état de droit, a séduit la plupart des Congolais qui, de manière libre, ont adhéré à cette vision. Ceux qui étaient dans le gouvernement et ceux qui n'y étaient pas. Et aujourd'hui, nous sommes décidés de marcher ensemble autour d'une charte qui n'a rien à voir avec la charte que vous avez citée, qui aujourd'hui est en train de promouvoir
une vision différente qui est basée sur l'état de droit et c'est ce que nous sommes en train de soutenir. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas un problème par rapport à ces présidiums-là? Contrairement, quand Kabila avait fait l'FCC, on voyait Sénémi Moulania qui coordonnait, mais vous, dans l'Union sacrée, il y a plus de 5 leaders ou 5 responsables qui étaient là devant. Est-ce que vous serez en mesure de gérer les ambitions de l'un et de l'autre? Déjà avant la charte, les conférences des présidents étaient présidées par les 6 responsables dont vous faites allusion, qui représentent de manière personnelle. C'est qui, s'il vous plaît? Il y a M. Augustin Kabouya, il y a M. Jean-Pierre Bemba, il y a le Premier ministre Sama, il y a le président Mbosso, il y a le président Bahati, et malheureusement, le très regretté ministre qui vient de nous quitter, qui était un haut cadre de l'UNC, qui représentait le parti de Vital Kamerhe. Voilà les 6 qui étaient au présidium et ça n'a jamais causé de problème. Ça a permis à ce que la famille politique continue de fonctionner comme on l'enregistre jusqu'à aujourd'hui. Alors, M. Thierry Mousséné, avec vous, il y a tellement de questions d'actualité, on va en parler, mais parlons d'abord de votre parti, parce qu'il y a ceux qui pensent que Lambert Mende, lui, oui, c'est un homme intelligent, vous également, vous êtes intelligent, mais il a un parti mallette, donc vous n'avez pas assez des gens, vous ne pouvez rien apporter au sein de l'Union sacrée. Vous êtes quand même président de la Ligue des jeunes, des CCU, le parti de Lambert Mende. Est-ce que vous avez un poids politique, vous, CCU? D'abord, lorsque l'on voit depuis que nous avons renoué avec le pacte républicain qui consiste en l'organisation des élections chaque 5 ans, la CCU a eu une nette évolution. En 2006, nous avions 3 députés. En 2011, nous en avions 7 et maintenant on en a 9, plus un sénateur. Okay. Ce qui fait que nous avons un réel poids politique. Okay. Donc, déjà, lorsque vous avez 10 élus... Donc, vous avez 10 mandateurs, 10 élus. Oui, 9 députés nationaux et un sénateur, sans compter les députés provinciaux. Les 9, là, ils sont avec vous toujours? Bien entendu. Ok. Ils sont dans l'Union sacrée? Bien entendu. Okay. Ils sont tous dans l'Union sacrée. Parce que contrairement aux autres formations politiques, nous, la CCU, lorsqu'il fallait adhérer à cette vision du président de la République, on a réuni les cadres, députés, secrétaires nationaux de la CCU pour discuter sur la question et on a levé l'option. Donc c'était un choix démocratique, tout le monde a adhéré. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui au sein de l'Union sacrée. Donc sur le plan fonctionnel, la CCU existe dans les 26 provinces de la RDC et au niveau des institutions. 26 provinces. Nous sommes provinces, oui, bien sûr. Ce n'est pas pour la consommation de la télé quand même. On nous suit partout dans le monde. Les gens peuvent envoyer des messages. Déjà, lorsque vous voyez la cartographie de nos élus, vous avez des députés qui sont sortis du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé, de la province du Kivu, du Sankuru, de l'Omami. C'est déjà un signe. C'est déjà un signe. Et vous gérez la jeunesse. Est-ce que vous n'êtes pas un chef coutumier là-bas? Parce qu'apparemment, il n'y a que vous. On ne sent pas la jeunesse de la CCI. Même à la télé, il n'y a que Moussénépo. Il y a au moins 2 personnes. Et dans l'Union sacrée, il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Non, je ne pense pas ça. Derrière vous, il faut quand même préparer la relève. Déjà, parlons-en. Bien entendu. Ça, c'est une organisation privée de notre parti politique. Et comprenez très bien que nous n'avons pas organisé de congrès depuis le dernier qui a validé nos différentes candidatures lors de l'élection de 2018. Donc il est clair que nous sommes en train de préparer le prochain. Ça va permettre à ce qu'on puisse aussi revoir les mandats de certains responsables de partis. Pourquoi pas le mien également? Parce qu'il y a ceux qui pensent que vous êtes les chefs coutumiers. Non, pas du tout. Encore que je vieillis. Si un jeune qui veut sortir là, vous... Je ne vais pas rester président de la Ligue des jeunes avec toute la tête qui finalement aura des cheveux blancs bientôt. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des jeunes valables qui sont dans les lignes de la Ligue des jeunes de notre parti. Des jeunes comme Armand Monkoulou, des jeunes comme... Armand, oui. Oui, comme Serge... Fouté, des jeunes comme Florent Bantampi, il y en a plusieurs. Si je commence à les citer ici, on va perdre les doigts. Et non seulement ici à Kinshasa, mais aussi dans d'autres provinces. Et ils travaillent et militent sous le drapeau de la CCI. Voilà, j'aimerais bien vous poser cette question en vous regardant en face. Je savais que vous allez tomber dans ces pièges-là. Donnez-moi l'image de la maman nationale. Je précise que vous êtes sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, Maman Excellencia. Vous voyez
cette dame, elle se bat pour la jeunesse, pour que la jeunesse soit formée, pour que la jeunesse puisse apporter un plus dans l'avenir de son pays, dans la construction de son pays. Mais en vous entendre parler, vous n'avez pas parlé de la femme, même dans votre parti politique. Vous êtes président de la Ligue des jeunes. Quel rôle que vous donnez à la femme dans votre parti politique? C'est toujours des promotions canapé, la méritocratie aussi? D'abord, je voulais profiter ici pour féliciter le travail qui est abattu aujourd'hui par la première dame de notre pays, que j'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement une fois. En discutant avec elle, j'ai compris qu'elle était en train de transmettre à la jeune fille congolaise, à nos femmes, les valeurs qu'elle a eues à concevoir, à faire sienne tout au long de sa vie de par son expérience et de la vision qu'elle a pour la femme congolaise en ce qui concerne son autonomisation, mais aussi en ce qui concerne la lutte de ceux dont vous venez de faire allusion, c'est-à-dire les pratiques qui avilissent le genre dans notre pays. Mais en ce qui concerne notre parti politique, nous ne voyons pas les choses en termes de hommes et en termes de femmes. Nous voyons les choses en termes d'humains, en termes d'hommes avec grand H tels que Dieu les a créés. Okay. Il n'y a pas en ce moment-là de privilèges liés au genre, mais plutôt des privilèges liés à des aptitudes intellectuelles, physiques. La méritocratie, la compétence. Exactement, la méritocratie. En ce qui nous concerne, nous ne disons pas qu'il faille nécessairement avoir 5 femmes, 5 garçons. Non, nous disons qu'il faut 10 individus. Si parmi ces individus, il y a 10 femmes qui valent et que les autres hommes ne valent pas, tant pis. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là qu'au sein de la CCU, il y a la Ligue des femmes qui est un creuset. C'est notre fleur de sel pour apprendre à la femme à comprendre que son rôle n'est pas totalement fixé par rapport à son genre, mais plutôt par rapport à ce qu'elle apporte dans la société, en tant qu'individu, en tant que membre de cette grande chaîne. Vous privilégiez la matière grise. Bien entendu. Okay. Et les écoles du parti permettent justement à ces femmes de comprendre le rôle qui est le leur, c'est-à-dire de travailler au même titre que les hommes, sans complexe, sans pour autant utiliser le genre comme une béquille ou comme un parapluie. Alors, M. Thierry Moussenepo, je précise ici que M. Thierry Moussenepo, il est communicateur de l'Union Sacrée et président de la Ligue des jeunes CCU, parti cher à l'honorable Lambert Mende, l'homme compétent de mon pays. J'aimerais bien que M. Regan, donnez-moi la photo de Laurent Désiré Kabila. Parlons-en parce que nous devons décrypter les grandes lignes d'actualité. Donnez-moi la photo. Quand vous regardez notre héros, Laurent Désiré Kabila, il y a ceux qui pensent qu'il ne mérite même pas d'être appelé héros. Parce que le problème que la RDC a aujourd'hui, avec l'infiltration de Rwandais, c'est lui qui nous a amené ces gens-là en République démocratique du Congo. Votre analyse d'abord sur son combat. Je ne partage pas cet avis dans la mesure où Laurent Désiré Kabila aujourd'hui est considéré un peu comme Feu Maréchal Mobutu, comme les pères du nationalisme, du souverainisme congolais. C'est des individus qui ont insufflé aux Congolais l'amour de la patrie, qui ont combattu l'ethnicisme et le tribalisme. Okay. Dire aujourd'hui que c'est à cause de Mouzé que nous avons eu des infiltrations, non. Ce n'est pas à cause de Jésus que parmi les 12, il y a eu un Judas. C'est pour vous dire que l'ennemi est ennemi par rapport à lui-même. Ce n'est pas par rapport au fait que vous lui avez demandé de vous apporter votre aide et qu'ensuite vous êtes responsable de sa fourberie. Les fourbes sont responsables de leur propre fourberie. Maintenant, il faut se poser la question. Est-ce qu'il y a eu turpitude de notre part? Oui, c'est humain, ça peut arriver à ce qu'à un moment, on ne fasse pas vraiment attention à ce que l'ami peut demain vous poignarder. C'est ainsi que l'histoire nous renseigne et nous aide à prendre des décisions différentes plus tard. C'est ainsi que le chef de l'État actuel, le président Félix Tshisekedi, a dit que nous n'allons pas négocier avec ceux qui ont pris les armes et qui ont insisté sur les armes parce qu'ils vont nous infiltrer et demain nous causer encore du tort. C'est grâce à ces erreurs qui se sont déroulées d'antan, qui nous ont enseigné que nous prenons actuellement de telles décisions. Monsieur Thierry Moussenepo, j'aimerais que nous puissions enlever les gants. Parce que là, la nation nous regarde. Il y a les étudiants qui nous suivent.
je vous pose la question. Quelle est la responsabilité de Laurent Désiré Kabila par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'Est? Parce qu'il y a une vidéo. On ne peut pas résister les morts, mais on peut quand même suivre ce qu'il avait dit. Il dit, je croyais que les gens qui étaient avec moi, c'était des Congolais, mais c'était des Rwandais. Il a la responsabilité d'avoir nommé des Rwandais, d'avoir laissé la gestion du pays entre les mains de Rwandais. Vous devez savoir qu'il y a une part de responsabilité exacte en ce qui concerne le fait que l'AFDEL a permis à ce que certains individus qui n'étaient pas du tout congolais puissent venir ici et prendre des responsabilités. Ça, il ne faut pas nier les responsabilités de l'histoire. Nous savons que M. James Kabarebe, qui aujourd'hui est ministre de la Défense au Rwanda, a été chef d'état-major général ici, dans ce pays, alors qu'il était rwandais. Cela est inacceptable. C'est une faute de l'histoire. Donc on ne peut pas se dédouaner de cela. Mais cela n'exclut pas le fait que Mosé Laurent Désiré Kabila ensuite s'est ravisé face à ses ennemis qui aujourd'hui continuent encore à endeuiller nos populations. Et c'est au lendemain de cet éveil qu'il a insufflé cet amour de la patrie pour une unité et l'auto-prise en charge pour bouter dehors ses ennemis. C'est ce qui explique ensuite qu'il y a eu ce regain de nationalisme dans le chef de nos populations de l'Est de la ville de Kinshasa qui ont à main nue mis fin à une expansion de cette armée rwandaise ici à Kinshasa. Monsieur Thierry Moussenepo, donnez-moi la photo de Joseph Kabila, s'il vous plaît. Parlons-en. L'insécurité à l'Est, oui. Avant d'arriver au propos du président rwandais, qu'a fait l'homme qui est ici, devant moi, Joseph Kabila Kabangé? Est-ce qu'il avait terminé la guerre de l'Est? Parce que j'étais avec Ferdinand Kambert ici, qui m'a dit Kabila avait terminé cette histoire du M23. Aujourd'hui, c'est l'Union sacrée qui a donné encore des béquilles au M23. Est-ce vrai Kabila avait mis fin? Vous savez, lorsque vous êtes malade, M. Delphin, et que vous vous rendez à l'hôpital, il y a un diagnostic clinique que le médecin fait sur base des signes cliniques que vous présentez et au-delà sur base des examens approfondis qu'il va faire. Sur base de ces résultats, il va vous donner une ligne de produits à prendre pour que vous puissiez obtenir la guérison. La guérison qui veut dire que le problème a été éradiqué de votre organisme. Lorsque, quelque temps après, cette maladie revient en surface, ça signifie qu'elle n'a pas été bien traitée. Ça signifie qu'elle n'était pas terminée. Ça signifie qu'elle s'est enquistée. Et donc qu'elle a eu le temps de se redéployer en utilisant cette fois-ci les failles de votre organisme. Donc, nous sommes dans un cas d'espèce où il y a eu certes une victoire militaire en ce temps-là sur le M23. Victoire. Mais qui n'avait pas, bien sûr, victoire. Mais qui n'avait pas anéanti cette force négative, qui n'avait pas percé le problème principal. Quel est le problème principal? C'est le Rwanda, c'est M. Paul Kagame, c'est le régime de M. Paul Kagame, le régime du FPR. Donc, le M23, autant que le CNDP, autant que tous les autres groupuscules qui sont soutenus par le Rwanda, ne sont que des épiphénomènes, ne sont que des cas de signes cliniques, des fièvres, des vomissements. Mais la maladie, elle est connue aujourd'hui, c'est le Rwanda. Donc, tant que nous n'allons pas normaliser les choses entre notre pays et ce pays, comme c'est en train d'être fait aujourd'hui, nous allons réellement avoir toujours de la récurrence en ce qui concerne ces cas d'insécurité dans l'Est de notre pays. Monsieur Thierry Moussenepo, nous ne sommes pas au Moyen-Âge. J'ai les images, si vous voulez, je peux balancer vos anciennes images. Vous avez à dire sur plusieurs plateaux que Kabila avait terminé cette guerre avec le M23. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait ces revirements? Parce que vous êtes encore jeune, vous n'êtes pas vieux. J'assume. Ok. Il n'y a pas de revirement dans la mesure où je suis en train de vous dire
que la guerre de 2011-2012 était terminée avec la reddition du M23 lorsque ce groupe armé a signé l'acte qui permettait à ce que ces militaires puissent être cantonnés dans différents pays, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Mais est-ce que le problème a été réglé? Je vous dis que non, parce que le M23, au même titre que le CNDP et tous les autres mouvements soutenus par le Rwanda, ne sont que des phénomènes, car la cause première, c'est le régime de Kigali qui a toujours voulu déstabiliser le Congo. Donc aujourd'hui, ça peut s'appeler M23. Nous pouvons les battre par des armes, de manière diplomatique, mais tant que nous n'allons pas régler le problème principal, qui est les appétits de M. Kagame sur les richesses de notre pays, nous n'allons pas régler le problème. Nous allons encore nous asseoir ici avec vous, dire qu'il y a autant d'années, vous avez dit que le M23 a quitté Bunagana, mais comment ils reviennent aujourd'hui? Alors, M. Thierry Moussenepo, j'aime bien parce que vous êtes intelligent, mais quand vous dites qu'il y avait les campements du M23 à Kigali et en Ouganda, ce qui veut dire ils étaient déjà hors état de nuit. Nos terres, nos territoires étaient entre les mains des Congolais et l'administration congolaise. Mais quand le régime Tshisekedi arrive, plusieurs sources attestent et confirment que vous les avez invités ici à Kinshasa, vous les avez promis des choses, vous avez signé certains documents, mais comme le régime Tshisekedi ne respecte pas les engagements signés, c'est ce qui a fait que le M23 puisse reprendre les armes. C'est faux? Je pense que cet argument est totalement faux, dans la mesure où, s'il y avait eu des invitations ici à Kinshasa, avec des preuves, des contrats ou des deals faits avec le M23, soyez sûr que ce mouvement allait déjà les brandir. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de brandir quoi? Ils brandissent les accords qui ont été signés en 2012. Ils disent qu'il n'y a pas eu de respect de ce qui a été signé en 2012, avant l'arrivée au pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Donc, qui n'a pas respecté continuité de l'État oblige non seulement que le régime congolais a sa part de responsabilité, mais aussi les pays voisins qui sont signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Puisqu'on ne peut pas comprendre à ce que des éléments négatifs qui étaient cantonnés dans certains pays puissent revenir armés et équipés, plus que même la force onusienne, et attaquer un pays. Ça signifie qu'il y a eu faille. Il y a eu faille. D'une part, de notre côté, il faut le reconnaître. De notre côté, dans le régime Tshisekedi? Non, je parle de 2012. M. Tshisekedi n'était pas encore là. Non, aujourd'hui, aujourd'hui, le M23 a repris les armes parce que vous les avez invités. Pas du tout. Vous avez eu à négocier avec Kagame et Museveni, vous les avez donné certains accords les favorisant à exploiter nos minéraux. C'est ce qui a fait que le M23 puisse se ressasser. Ces accords n'existent pas. Ces accords, vous contredisez Mouyaya. On aurait donné... Vous contredisez le ministre de la Communication. Le ministre de la Communication a parlé des accords commerciaux. Ok, oui. Donc c'est un accord. Qui n'ont rien à voir avec ce que les gens disent dans les réseaux sociaux, que nous aurions cédé des droits indus au Rwanda, à M. Kagame. C'est faux. Les trois accords dont Mouyaya parle. Les trois accords qui ont été signés, c'est lié à l'exploitation à due concurrence de l'or avec une société congolaise et une autre rwandaise. C'est par rapport à Rwandair et c'est par rapport à la double imposition qui ne pouvait pas continuer alors que nous avons des opérateurs économiques qui sont taxés de manière douanière en RDC mais qui ensuite sont taxés au Rwanda. Il fallait casser tout cela. C'est ça les trois accords. Maintenant, lorsque les gens disent que le Rwanda est fâché par rapport à ça, par rapport à quoi exactement? Moi, je vous dirais plutôt qu'il n'y a ni une colère du Rwanda par rapport à ces accords, ni le M23 qui dit qu'on les a invités ici, ce qui est totalement faux, et qu'on n'a rien respecté, sinon ils auraient prouvé. Mais par contre, c'est le Rwanda qui continue avec son appétit vorace. Comment vous allez continuer à expliquer tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde et tout le monde se tait et observe? Moi, je vais vous dire pourquoi le M23 a repris les armes. Principalement. Vous connaissez quand même la vérité, le pourquoi ils ont repris les armes? Mais bien sûr. Ok, aidez-nous. Principalement parce que le président Tshisekedi a voulu à ce qu'on mette fin à ce cycle de troubles et de guerre qu'il y a dans l'Est. Parce que cela fait le bonheur
de certains de nos voisins, notamment le Rwanda, qui n'a pas de cobalt, mais qui devient premier producteur du cobalt, j'ai oublié la matière. L'or. De l'or dans l'Afrique centrale et dans l'Afrique des Grands Lacs. Parce que vous Comment acceptez que expliquer notre le or coltan soit raffiné S'il vous là-bas. plaît. Non, là je vous parle de la contrebande. Je ne vous parle pas des accords signés, de la contrebande. Ok. Comment expliquer que le Rwanda puisse être premier producteur du coltan? Donc, lorsque le président Tshisekedi arrive et dit « Fini avec ces guerres, j'ouvre les dialogues avec tous ces groupes armés à Nairobi pour que finalement chacun amène son cahier de charge et qu'on trouve un modus vivendi qui permettrait à ce que vous puissiez être réinséré et qu'on trouve des solutions à vos problèmes pour que la paix revienne. » Une branche du M23 accepte de venir. Ensuite, le président Tshisekedi veut développer l'Est. Il va rencontrer l'Ouganda, il dit « Nous avons des routes que nous pouvons tracer pour permettre à ce que nos commerçants puissent naviguer calmement. » Ce qui explique les routes qui étaient tracées dans le Nord Kivu et qui allaient arriver jusqu'en Ouganda. Pic de colère de Kagame va atteindre son paroxysme lorsque le président de la République va installer l'état de siège. Parce que cet état de siège maintenant a commencé au niveau des frontières à contrôler les sorties des minerais, à permettre au CEC de mieux taxer et de vérifier ce qui sortait comme minerais, et l'économie de ce pays voisin a commencé à sombrer. Quelle était la chose à faire? Il fallait reprendre les armes. Parce que depuis 1998, c'était la meilleure méthode qui était utilisée par Kagame pour déstabiliser l'Est de la RDC, pour continuer à injecter des groupes armés et organiser le pillage. Parce que font ces seigneurs de guerre? Ils arrivent dans un village, ils tuent les populations. Ceux qui sont capables de fuir s'enfuient. Et ils commencent à exploiter de manière artisanale, à prendre ces minerais, à les faire traverser. En contrepartie, on leur donne des armes, on leur donne de l'alcool, on leur donne du tabac, on leur donne de l'argent. Voilà la réalité. Elle est aussi simple que ça. C'est comme ça que vous allez observer le changement de discours de M. Kagame tout au long de toutes ces années. Donc, ne regardons pas, ne commettons pas l'erreur de commencer à chercher Mouzé à tort, Joseph Kabila à tort. C'est une erreur. Nous devons connaître aujourd'hui la cause de la maladie s'appelle M. Kagame. M. Kagame, c'est vous le régime Tshisekedi qui a augmenté son appétit parce qu'il semble qu'il a été mieux servi sous votre régime. Qu'est-ce que vous voulez C'est dire qu'il par... prenait des manières, si dire cela par est mieux vrai, servi? de manière mafieux. Sous votre régime, c'était légalisé. Mais au contraire, lorsque vous avez un mafieux, vous pensez qu'il va accepter d'arranger la contrebande? Parce que je peux vous dire que la mafia paye mieux que lorsque les choses sont organisées. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cela la mafia. Donc la colère, c'était parce qu'on lui a dit « Fini avec la contrebande. Il faut maintenant organiser les choses. Venons signer des contrats. Payons les taxes. » C'est ça la colère. L'ire de Kagame, c'est puisque les choses devaient maintenant être normalisées. Alors, M. Thierry Moussenepo, communicateur de l'Union sacrée, si vous regardez ici, le président rwandais était au Bénin. Il a eu quand même à mettre très mal à l'aise les Congolais. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Même le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a répliqué. Quand Kagame rappelle aux Congolais la vraie histoire selon lui, est-ce vrai qu'il y a des terres rwandaises ici en République démocratique du Congo? D'abord, je commencerai par vous dire qu'il n'a pas mis mal à l'aise les Congolais, mais il a nourri notre colère. Pas en l'endroit de nos frères et sœurs rwandais, mais en son endroit parce que c'est un bourreau, c'est un typotype du temps moderne. Il ne vit et ne surfe que sur le sang et les morts des gens. Il ne faut pas dire du mal d'un président rwandais comme ça, un président qui est aimé dans son pays. Je dirais toujours il a plus de 80% à chaque élection. Bah, c'est le plus aimé. Ces scores-là, c'est des scores qu'on appelle des scores russes qui n'existent pas. On sait ce qui se passe au Rwanda. Le Rwanda, c'est une prison à ciel ouvert. Ce n'est pas moi qui le dis, oui. C'est Victor Ingabire qui le dit. Il est le plus aimé là. Le plus aimé par qui? Donc, lorsque M. Kagame dit des choses comme ça, cela prouve à suffisance que notre cher voisin ne maîtrise pas l'histoire. C'est vrai que M. Kagame a passé beaucoup de temps dans les guérillas. Peut-être ça lui a empêché d'avoir de temps en temps un peu de son temps pour lire, pour comprendre que le Rwanda doit des terres à la RDC. Vous dites
le Rwanda doit des terres à la RDC. C'est votre histoire ou c'est la vraie histoire? C'est la Il y a vraie les étudiants histoire. qui vous suivent quand même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Naïwel. Il se base sur quoi? Il se base sur des historiens avec des éléments matériels, des tableaux, des cartes qui existent au musée des Tervuren, qui reprennent que au 14 août 1910, il y a eu une adoption au niveau du Parlement belge qui cédait certains territoires congolais au profit du Rwanda qui à l'époque était gouverné par les Allemands. Ok. Ça, c'est la vraie Notamment histoire. Tiangungu et Gisenyi étaient des contrées congolaises qui aujourd'hui sont passées du côté du Rwanda. Yann Vansina le dit aussi dans son livre. Il explique que le Rwanda n'avait jamais dépassé ses limites telles qu'on les connaît aujourd'hui aux frontières du lac Kivu. Donc c'est pour vous dire en réalité que M. Kagame ne maîtrise pas l'histoire. Pire encore, cette sortie médiatique du président Kagame est en train de justifier le fait que nous autres, nous pensons que c'est un vrai funambule. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on est en 1997, pourquoi M. Kagame attaque le Zaïre? Il dit qu'il attaque le Zaïre parce qu'il en a marre de la dictature de Mobutu, il appuie l'AFDL. Ensuite, il se retourne contre l'AFDL au 1er août 1998. Quelle est la raison? Il présente ça comme étant une guerre pour permettre de casser l'élan des FDLR qui se retrouvent sur les territoires congolais et qui viennent causer des morts au Rwanda. Une année après, il y a la guerre de 6 jours à Kisangani, entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Il explique que les Ougandais étaient en train de protéger certains Hutus qui déstabilisent son pays. En 2001-2002, lorsque M. Kunda Batware récupère la ville de Bukavu sous le CNDP, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est parce que les FDLR continuent à déstabiliser le Rwanda. Lorsqu'en 2011-2012, il y a l'attaque du M23, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est parce que le Congo abrite des groupes armés qui déstabilisent le Rwanda. Et aujourd'hui, on vient nous dire que c'est parce que les frontières ne sont pas bien tracées depuis 1885. Mais le pays de ce monsieur, le Rwanda, a signé la charte créant l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Et les pères de cette grande famille africaine ont accepté d'adhérer à ce grand regroupement avec les frontières acquises de la colonisation. Une année ensuite, au Caire, en 1964, les présidents africains ont clairement dit qu'ils ne vont jamais lésiner les moyens pour défendre l'intangibilité des frontières. Si M. Kagame porte son histoire sur le fait qu'il y a des populations rwandophones sur le territoire congolais, et que cela justifierait le fait que son pays s'étendrait jusqu'à dans nos contrées, c'est une erreur. Parce que si on va dans ce sens-là, alors la RDC devrait aussi réclamer à la Zambie, là où se trouveraient les populations Bemba. La RDC réclamerait au Congo-Brazzaville, là où se trouvent des Laris, qui en réalité sont des Bas-Congo. La RDC réclamerait à la Zambie, au Soudan du Sud, les Soudanais qui sont répertoriés dans la province de l'Ituri. La RDC réclamerait à l'Angola les Tois qui sont répertoriés dans la province du Bas-Zaïre, du Congo central. Donc c'est pour vous dire que c'est un problème africain. Nous avons tous reconnu que la colonisation a eu à déchirer des royaumes qui à l'époque existaient. Et les pères africains ont dit, allons avec. Maintenant, si les propos de M. Paul Kagame étaient repris par tous les 54 autres présidents africains, mais nous serions dans un trouble extraordinaire dans ce continent. Donc c'est pour vous dire Paul Kagame ouvre que une boîte à Pandore. nous avons affaire à un funambule, c'est-à-dire qu'à chaque fois de l'histoire, il veut se justifier par un credo. Mais il a quand même fait les bonnes études, hein, Paul Kagame. Vous pensez que c'est de l'ironie ce qu'il est en train de faire? Hitler a fait des bonnes études. Il a étudié en Autriche. C'était un grand artiste. Il peignait même les tableaux. Il se prenait pour Van Gogh. Est-ce que ça lui a empêché de faire la Shoah?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de la part de la RDC? Est-ce ces propos ici une menace pour la RDC, ou il faut les laisser comme ça, ou il faut agir autrement? Je pense que M. Paul Kagame est en train de pousser un peu loin ses provocations. Il faudrait, au-delà du fait que déjà, nous avons retiré notre ambassadeur et demandé à son ambassadeur qui était ici de quitter le territoire congolais. Il semble que l'ambassade du Rwanda fonctionne toujours. Hein. Il faut officiellement arrêter nos relations diplomatiques. C'est vrai que notre ministre des Affaires étrangères a dit que de manière formelle, il n'y a plus de relations entre nous et le Rwanda. Il faut formaliser cela. Puisqu'on ne peut pas comprendre qu'à chaque fois, ce monsieur se permette de nous narguer comme ça. Donc M. Thierry Moussenepo, on peut donner raison à ceux qui pensent que nous avons une diplomatie très faible sous le régime Tshisekedi, parce que il n'y a pas une réaction. C'est comme si vous constatez, vous êtes là, Kagame a dit des choses, ainsi de suite. Donc nous avons un régime très faible, hein, le régime Tshisekedi. Vous savez que le régime, comme vous le dites, c'est un régime. Il y a des strates de direction, de pouvoir et de gestion. Nous autres sommes des communicants. Mais ceux qui dirigent savent exactement à quel moment et de quelle manière répondre. La preuve, le M23 a pris les armes contre nos populations. La réponse du gouvernement a été une diplomatie agissante qui aujourd'hui a permis à ce que ces mouvements terroristes quittent le territoire congolais sans qu'il y ait eu une balle. Ils ont quitté Bunagana sans qu'il y ait une balle. Ils ont tué les gens à Kichiché. Il y a trop de drames. J'ai un documentaire ici. Ils vont répondre de cela. Ils ont quitté Bunagana en laissant les instructions que si l'armée congolaise s'approche, ils vont revenir. C'est ça la victoire pour vous? Ils ont laissé les instructions à qui? Vous avez suivi quand même les Pietre Langoma devant les soldats de l'armée régionale. Il a dit ça. Il ne faut même pas suivre ce hibou qui est en train d'ulluler la nuit. Moi, je vous parle des choses officielles. Les chefs d'État ont accepté de prêter main forte à la RDC. Les troupes de l'EAC qui sont sur notre territoire sont venues sur invitation du gouvernement congolais. Ils ont la permission, je parle bien de la permission de notre gouvernement pour qu'ils puissent se déployer comme ils le font, avec un mandat qui est bien précis dans le temps et dans l'espace. Donc, ne venez pas ici penser que ce petit hibou-là de Ngoma peut venir se présenter et de laisser des instructions à qui que ce soit. Il ne faut pas seulement dire, M. Thierry Moussenepo, qui gère aujourd'hui Bunagana, l'administration, les taxes, c'est entre les mains de qui? De la RDC, de l'armée régionale. Mais attendez, Bunagana est une zone sinistrée. Rappelez-vous, lorsque la République démocratique du Congo a déployé les hommes dans le cadre de la force onusienne à Bambari, dans la République centrafricaine, nous avons géré cette contrée pendant 8 mois. Est-ce que vous voulez me dire que les FARDC sont là jusqu'aujourd'hui? Les FACA ont repris leur place. L'administration centrafricaine a repris la place. C'était en attendant que l'ordre et l'autorité de l'État puissent revenir sur cette contrée. Donc ne venez pas me dire ici, qu'il y a une administration normale dans une zone sinistrée. Donc, zone tampon. Pas tampon, parce que ça fait partie de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une zone tampon. Non, ça fait partie de la République démocratique du Congo. Comment vous dites que ça fait partie de la République démocratique du Congo au moment où l'État n'a pas un regard sur ce qui se passe là-bas? Donc, nos minéraux, les taxes, la population, les gens qui gèrent l'administration, entre les mains de l'armée régionale. Donc on peut donner raison à Ndaïchime qui avait dit on va quitter la République démocratique du Congo jusqu'à ce que l'armée congolaise sera capable de prendre soin de ses populations. Attendez, M. Delphin. Si ce n'est pas géré, ces militaires qui sont venus du Soudan du Sud, du Burundi, de l'Ouganda ou du Kenya, sont venus sur mandat de qui? Sur invitation de qui? Qui les accueille? Ce n'est pas des arbres ni des morceaux de pierre. C'est notre administration, c'est notre gouvernement. Donc ne venez pas dire ici que nous sommes dans un non-État, là où se déploie la force africaine. Donc ils peuvent exploiter et ces pays, et même parce que ce n'est pas l'État congolais, ce n'est pas l'État congolais quand même qui paye cette armée régionale. Selon mes sources, ce n'est pas l'État congolais qui paye cette armée régionale. Donc l'armée régionale peut exploiter, peut prendre tout, peut vendre pour ces pays. Dans le mandat qui est le leur,
qui est basé sur les textes de la SOFA. Il n'est pas question d'exploitation, même pas d'un petit arbre d'eucalyptus. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont là pour constater et accompagner le départ de ces terroristes du M23 des contrées qu'ils occupaient. Il n'est pas question d'exploiter même pas un seul petit caillou. Qui les paye? Il ne faut pas parler, donnez-nous les éléments, quand même. Vous êtes un communicateur majeur du régime. S'il vous plaît, M. Delphin. Dans toutes les organisations, que ce soit régionales, sous-régionales, internationales, les pays contribuent. C'est au regard de cette caisse créée par les contributions des États que les organisations fonctionnent sur le plan exécutif, fonctionnent sur le plan diplomatique et d'autres acceptent de fonctionner sur le plan militaire. Je vous donne l'exemple. Les casques bleus qui sont aujourd'hui déployés en République démocratique du Congo sont payés par les pays membres de l'ONU. Et la RDC aussi contribue. Donc ne venez pas dire ici qu'un pays comme, je citerai un exemple, les Royaumes-Unis vont dire « nous payons vos casques bleus, alors nous avons droit d'exploiter ce que nous voulons ». Non. Alors, M. Thierry Moussenepo... Donc, au sein de CEAC, la République démocratique du Congo contribue. M. Thierry Moussenepo, je vous mets devant un fait. L'histoire retiendra que la réponse que vous allez me donner, c'est une réponse réfléchie. Selon plusieurs sources et dans les accords de l'EAC, ils peuvent traiter les conflits entre États. Et l'EAC peut quand même prendre une décision en faveur d'un État ou un autre pour garantir la paix dans la région. Dans notre Constitution, nous avons l'article 217 de la Constitution qui dit que la RDC peut céder partie de ces territoires pour privilégier la paix en Afrique et Kagame réclame les terres en République démocratique du Congo. Est-ce que vous ne voyez pas qu'une fois la RDC demeure dans cette structure, vous avez mis les pays dans des problèmes? Pas du L'union tout. sacrée. Pas du tout. Parce qu'il n'est pas question ici de céder un seul millimètre de notre pays. Et si vous entendez tous ces pays membres de l'EAC et même membres des Nations Unies, qu'est-ce qu'ils disent? Les frontières de la RDC ne peuvent pas être bougées. Rien ne peut casser l'intangibilité des frontières de la RDC. Nous le disons, nos frères de l'EAC le disent, ceux de la CIRGL également, les Nations Unies et nos différents amis dans le monde. Donc, en ce qui nous concerne, ce n'est pas un débat. Nous n'allons rien céder. On ne cédera jamais rien. M. Kagame peut vociférer comme il veut, comme d'habitude. Je vous ai donné, des références maintenant, sur les plans de droit. Je vous ai cité les articles. Il ne faut pas seulement se limiter par les incantations. Non, parce qu'aujourd'hui, la Crimée est annexée en Russie. Les documents existent. Le plus fort peut s'imposer, comme Kagame, ou le Rwanda semble nous dominer. Oui, autant que Hitler a voulu aussi prendre la Pologne, l'Autriche et par-ci, mais en 1945, il a été battu. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Merci, M. Thierry Moussenepo. Nous devons quand même évoluer avec vous. C'est important, nous devons évoluer avec l'actualité de mon pays. Donnez-moi la photo de M. Sama Lukonde, qui est le Premier ministre de la République démocratique du Congo. J'aimerais bien avoir sa photo ici. M. Thierry Moussenepo, quelqu'un m'a dit que vous devriez avoir honte en prenant la défense du régime. Je ne vais pas utiliser ces mots. Dieu merci. Le régime des médiocres. Parce que Moussengo avait dit, il est temps que les médiocres dégagent. Selon une certaine opinion. Aujourd'hui, l'union sacrée, le peuple d'abord, l'état des droits, mais vous avez une population qui est en train de souffrir. La vie chère au Congo, flambée des prix sous le régime Tshisekedi. Devant ces faits, est-ce que ce régime mérite la confiance de sa population? Je peux vous dire, mon cher ami, que nous aurions pu connaître pire au regard de la situation que connaît le monde aujourd'hui.
la flambée des prix, l'inflation, la déflation, la dévaluation des monnaies, les crises économiques, les effondrements des banques qui se passent dans le monde aujourd'hui, je peux vous dire que la République démocratique du Congo s'en sort mieux. Encore que... Vous vous en sortez mieux ou la République ou le peuple? Je vous parle de notre pays et le peuple y compris. C'est pour vous le dire peuple vous regarde. Mais attendez, je ne suis pas en train de dire ici que le peuple est en train de vivre dans le paradis. Moi-même, je fais partie de ce peuple. Nous sentons la vie chère aujourd'hui. Nous constatons l'augmentation des prix de certains produits. Nous constatons également la perte de la valeur de notre monnaie face au dollar. Mais je peux vous garantir que le pire pouvait arriver au regard de ce qui est en train de se passer dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Lorsque vous observez, depuis 2019, il y a des problèmes qui se sont accumulés et qui sont à la base de cette inflation généralisée. D'ailleurs, si vous avez suivi les patrons du FMI, il a clairement dit qu'il faut réfléchir, il a exhorté à ce que les banques puissent réfléchir à une augmentation de leur taux directeur. Même chose qui a été fortement recommandée à Madame Lagarde, qui est patronne de la Banque européenne. Parce que la situation est grave. Lorsque vous allez dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, vous vous rendez compte qu'il y a des triplements ou des quadruplements de prix de certains produits de première nécessité. Cela à cause de quoi? À cause du fait que, premièrement, il y a eu la pandémie de Covid-19 qui a contracté l'économie mondiale pendant plus de 2 ans. Ensuite, il y a la guerre en Ukraine. Et pour nous, il y a la guerre de l'Est. Qu'est-ce que cela cause sur le plan économique dans notre pays? Il y a 2 facteurs. Il y a le facteur extérieur et le facteur interne. Sur le plan extérieur, lorsque nous regardons le solde commercial, nous nous rendons compte que la République démocratique du Congo, depuis 1960, ne donne pas des plus-values à ses exportations. C'est-à-dire que nous sommes encore à l'ère où nous exportons nos matières premières de manière brute. Ce qui fait que nous sommes tenus par les cours des matières premières. Et principalement, les grandes consommations de matières premières dans le monde, c'est la Chine et les États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis se trouvent dans une inflation haute et la Chine avait fait une contraction de son économie depuis 2019. Rappelez-vous qu'elle n'accordait même plus de visa pour que les gens puissent entrer dans son territoire. Donc, lorsqu'il y a une baisse d'exportation comme ça, par rapport aux importations, parce que dans notre pays, nous consommons des produits manufacturés que nous ne produisons pas ici, que nous importons, cela crée un déficit. Parce que quelle est la ressource de nos devises? C'est les exportations que nous faisons via nos minerais. Vous comprenez maintenant pourquoi... Donnez-moi les devises là où il y a l'argent. Vous comprenez pourquoi le chef de l'État se bat pour qu'on commence à transformer notamment le lithium ici en batterie plutôt que de l'exporter de manière brute. Donc, voilà les causes extérieures qui, avec la guerre de l'Ukraine, les grandes puissances aujourd'hui, au lieu d'acheter des minerais et consorts, dépensent leur argent pour les armes. Vous avez suivi un documentaire il y a 2 jours qui est passé sur les médias périphériques parlant de l'armement que vient d'acheter le Japon, s'il vous plaît. Le Japon, qui depuis très longtemps avait fait une constipation sur ses dépenses militaires, mais a repris de s'armer parce que les mouvements de la Chine en mer orientale est en train de les inquiéter. C'est pour vous dire qu'il y a ce climat morose dans le monde. Maintenant, lorsque nous venons à l'intérieur de notre pays, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous avons une guerre. Cette guerre a demandé au pouvoir public de dépenser plus. Parce qu'il faut payer les militaires, parce qu'il faut les rationner, parce qu'il faut acheter des armements, parce qu'il faut les équiper, il faut les motoriser, il faut la logistique. Cela demande plus d'argent. Et lorsqu'il y a plus d'argent, généralement le gouvernement dépense en monnaie locale, c'est-à-dire en francs congolais. Il y a une masse énorme de francs congolais qui a été déversée sur le marché de par ces dépenses publiques qui, motivées par la guerre, pour résoudre ce problème de la guerre, a créé ce problème. Maintenant, lorsque les gens entendent guerre, qu'est-ce qui se passe?
la plupart des opérateurs économiques, et même nous, population, nous allons nous cacher vers le dollar qui est une monnaie refuge. Nous en achetons beaucoup pour garder en dollars. Ce qui explique la rareté du dollar et l'augmentation du taux de change. Donc, sur base de ces éléments et sur base du fait que nous avons des produits pétroliers qui sont des indices sérieux pour la fixation des prix des produits que nous consommons. Même lorsque nous devons manger le foufou qui vient du Bandundu ici, cela vient par camion ou par bateau. Ces bateaux et ces camions utilisent le gazole. Lorsque le pays qui, la plupart du temps, nous envoie des produits pétroliers raffinés, c'est-à-dire l'Ukraine ou la Russie, se retrouve d'une part en guerre et d'autre part en embargo, cela a des conséquences sur le prix du raffiné. Et quelle est l'autre conséquence? C'est l'augmentation des prix. Alors, le gouvernement a fait quoi dans tout ça? Le gouvernement a pris des mesures pour essayer de juguler cette crise. Nous aurions condamné Sama Lukonde s'il n'avait pas pris ces mesures bien avant. Quelles ont été ces mesures? Notamment avec la suppression de la TVA, notamment avec l'élimination de certaines taxes qui ne rentrent pas dans la structure des prix des produits de première nécessité, notamment les vivres frais. Monsieur Thierry Moussenepo, Monsieur Rigain, donnez-moi la photo, il y a de maman au marché. J'aimerais quand même que Monsieur Thierry voie cette image. Il ne faut pas rester dans les sensationnels. Ce n'est pas du sensationnel, je peux de manière rationnelle ce qui se passe. Je peux terminer je vous ma en question. Prie. Gouverner, c'est prévoir. Quand vous regardez cette maman ici, tout ce que vous venez de dire là, elle ne va pas comprendre. Les Congolais ont besoin du résultat palpable. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent Joseph Kabila que Tshisekedi parce que tout est cher. Est-ce il faut pleurnicher comme ça? Il faut se lamenter comme ça? Ou il faut prendre des décisions pour que cette population se sente quand même sécurisée? Vous savez pourquoi Churchill est considéré comme le plus grand Premier ministre que l'Angleterre ait connu? Ce n'est pas parce qu'il a donné beaucoup de pain aux Anglais. Ce n'est pas non plus parce qu'à son époque, les Anglais achetaient des légumes, des tomates et des pommes de terre à moins cher. C'est parce que dans l'abnégation, il a su leur montrer le chemin. C'est le cas du régime? Mais bien sûr. Vous êtes en train de montrer le chemin? Le président Tshisekedi est en train de montrer le chemin. Ce chemin, c'est lequel? Premièrement, c'est celui de la dédollarisation de notre économie, qui est aujourd'hui un cheval de bataille mené par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Qui semble être incompétent, hein? Qui semble être incompétent. J'ai suivi certaines informations que M. Nicolas Kazadi, il nous a chanté ici que nous avons un budget de 16 milliards, mais il est devant un fait accompli, des réalités terribles. Ce budget-là sera réduit à 3 milliards ou 4 milliards. Il semble. Ça, c'est des bêtises. Vous n'avez pas suivi ça? C'est des bêtises. Qui a dit ça? Il était trop pressé de nous plomber de... Le budget, c'est une loi. Cette loi a été votée au Parlement et promulguée par le chef de l'État. Donc, lorsque quelqu'un vient vous dire... Dans la précipitation, selon l'opposition. Quelle précipitation? Oh, s'il vous plaît. Moi, je pensais que vous parliez de vous. C'est l'opposition. Ok, on passe à autre chose. Donc, je vous disais que le président de la République a mis en place des mécanismes qui vont permettre à ce que cette population ne vive pas ce que les populations du Ghana sont en train de vivre, du Nigeria sont en train de vivre, de l'Afrique du Sud sont en train de vivre. Et c'est à vous et moi ici qu'incombe la responsabilité de leur dire ça. De leur dire que, certes, la situation est difficile, mais serrer les ceintures, ça aurait pu être pire. Mais l'avenir, il est meilleur. Il est meilleur dans... Le pouvoir d'achat de la population. Mais attendez, ce pouvoir d'achat, il est récupérable par deux faits. Par le fait que le gouvernement puisse mettre en place des leviers qui permettent à ce que ces causes exogènes et endogènes qui sont en train de faire baisser le taux de change, la valeur de notre monnaie et les corollaires qui sont l'augmentation des prix de produits de première nécessité. Et d'autre part, donner aux Congolais la possibilité d'avoir les moyens de leur survie, ces mécanismes sont mis en place. C'est le contraire qu'on aurait
pu mal voir. Lorsque vous regardez les circonstances qui nous ont emmenés ici, c'était prévisible. Il y a des économistes qui ont sonné le tocsin depuis 2019, lorsque la pandémie de Covid a constipé l'économie mondiale. S'il vous plaît. Ces problèmes, donc, il est important aujourd'hui. C'est pas qu'en RDC. Il y a certains pays de l'Afrique qui s'en sortent mieux parce qu'ils ont des dirigeants responsables. Citez-moi un seul pays qui ne soit pas dans l'inflation aujourd'hui. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, surtout en Afrique du Nord. Citez-moi un seul pays. À moins de poser même des pas en questions. Afrique du Sud. À moins de poser des questions. Donc, c'est pour vous dire que la RDC se porte mieux. Encore que nous avons une croissance positive qui est mieux chiffrée que la plupart des pays qui sont en train de frôler la récession. L'une des raisons, plusieurs internautes, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, ils ont dit ça m'a été déjà essoufflé. Ils ont eu à changer le gouvernement Samadé pour prendre au moins les meilleurs joueurs, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, ministre de l'économie, pour l'aider au moins à sauver l'Union sacrée. Mais ça serait compliqué parce que les autres ont des pépins. Alors, je ne partage pas cet avis. Évoluons avec vous. Prenons un autre sujet important, nous chutons par ce sujet. Il y a quand même l'opposition congolaise qui est, vous pensez, une opposition faible, mais une opposition intelligente. Aujourd'hui, on a vu, donnez-moi la photo de l'opposition, il y a Martin Fayulu et Moïse Katumbi, les gens qui mettent très mal à l'aise l'Union sacrée. Alors, monsieur Thierry, selon plusieurs sources, monsieur Thierry Moussenepo, vous avez quand même eu à suivre à Lubumbashi, Fayulu, Muzitu, Matata Pognon et Délice Sanga, un député intelligent de mon pays. Ils ont quand même fait une déclaration commune. Vous avez suivi ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'ils ont raison? J'ai noté que dans ce communiqué, il n'y avait aucune allusion sur les condamnations que le peuple attend de ses leaders du Rwanda qui nous agressent. Vous dites? Il n'y a pas eu de condamnation du Rwanda qui nous agresse. Okay. Ça signifie que nous sommes là face à un mariage de ceux qui habitent l'eau et ceux qui habitent l'air, de ceux qui habitent la terre et ceux qui habitent la forêt. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais s'entendre. Si vous commencez un débat entre un tilapia et un corbeau aujourd'hui, pour qu'ils puissent être en mariage, ils ne vont jamais s'entendre parce que le tilapia voudrait que le corbeau aille vivre avec lui dans l'eau et le corbeau souhaiterait que le tilapia vive avec lui dans les arbres, dans l'air. Donc vous êtes un prophète des malheurs pour nous sommes ici congolaise. Dans le cas de ceux qui ne vont jamais évoluer ensemble. Vous êtes un pour prophète la de simple malheur? raison, je ne suis pas prophète de malheur, mais parce que d'abord, il faut savoir que l'opposition est forte par deux faits. Le premier fait, c'est le discours. Quel est le discours aujourd'hui que nos amis ont? Le discours de respect de la date des élections. Mais la CENI le dit chaque jour. Quel est ce discours? Le discours que la situation va mal. Quel est ce discours? Quel est le discours que cette opposition apporte sur les questions de l'éducation nationale, de l'économie du pays, du social, du programme de développement de 145 territoires? Rien sur tout ça. Non, le programme de 145 territoires, c'est un programme cosmétique. Ça, c'est vous qui le dites. Selon l'opposition. Ça, c'est vous qui... Ah, Dieu merci. Donc, le deuxième élément, c'est quoi? Le deuxième élément, c'est l'ancrage. Lorsque vous avez M. Kagame qui parle mal contre le Congo, vous sentez comment est-ce que la population réagit. Ça signifie qu'il y a un répondant positif de l'unité nationale. Mais lorsque vous voyez ceux que vous appelez des grands leaders de l'opposition parler... Matata Pognon, Martin Fayulu, Délice Sanga et Moïse Katumbi, il ne faut pas nier que vous ces gens-là... Lorsque vous les entendez parler... Ils pèsent quand même aujourd'hui. Ils pèsent par rapport Ces à quatre quoi? personnalités. Ils par rapport à quoi? Ils ont une histoire dans ces pays. Lorsque vous les entendez parler, est-ce que vous sentez un écho dans la population? C'est ça la question. Ah, ok. Comment est-ce que vous pouvez être grand leader de l'opposition sans ancrage? C'est-à-dire que les populations ne pipent même pas un mot de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit. Aujourd'hui, il y a des acteurs de théâtre qui peuvent passer et faire beaucoup plus d'écho que nos quatre amis. Donc pour moi, c'est un non-événement. Et je vous le dis que c'est le mariage de celui qui habite l'eau, l'autre habite les airs, l'autre habite la forêt et l'autre la terre. Ils ne vont jamais s'entendre parce que chacun voudra rester dans son milieu ambiant. Celui de l'eau n'acceptera pas d'aller vivre dans les airs, celui des airs n'acceptera pas d'aller vivre sur la terre, et celui de la terre n'acceptera pas d'être le ragnambi de la forêt. Donc l'air
proposition ou leur communiqué n'est pas adaptable à la réalité parce que quand ils demandent, il faut dissoudre la Cour constitutionnelle, il faut refaire l'équipe de la CENI pour avoir les élections apaisées. Pour vous, ça ne vous intéresse pas? Ça n'a pas d'écho parce qu'il y a l'un d'eux, M. Fayulu, qui avait dit clairement qu'il était finalement d'accord avec M. Kadima. Donc, en ce qui nous concerne, ça ne veut absolument rien dire. Voilà, nous chutons avec vous la toute dernière question. Je rappelle que M. qui est ici, il s'appelle M. Thierry Moussenepo, un des communicateurs majeurs de l'Union Sacrée, la tête bien faite, selon vous, le téléspectateur, parce que j'ai eu autant de questions avant qu'il soit ici. Mais parce qu'on parle de l'opposition, il y a... Donnez-moi la photo de M. Némi Mouilagna. J'aimerais bien avoir cette photo ici. M. Thierry Moussenepo, c'est que l'opposition condamnée hier, aujourd'hui, vous au pouvoir, vous les faites. M. Némi Mouilagna, l'ancien directeur du cabinet de l'ancien président Joseph Kabila, c'est une personne à battre pour vous, l'Union Sacrée. L'homme est calme, l'homme est un stratège, il ne parle pas comme son mentor, Joseph Kabila, mais vous les cherchez toujours partout. Pourquoi vous voulez mettre la vie de M. Némi Mouilagna en enfer? Vous avez à détruire sa maison. Et c'est comme ça qu'on peut faire à un opposant, sous votre régime, le régime de l'état de droit. Je pense que lorsque le vice-gouverneur Gekoko est en train de faire son travail, qui lui est reconnu par la loi et qui est applaudi par les Congolais et les Kinois, il ne s'agit pas d'une question d'individu. Lorsqu'une maison se trouve construite sur un collecteur qui doit permettre à ce que les eaux usées et les eaux de pluie puissent passer pour éviter aux Kinois les inondations, il ne s'agit pas de la maison de quelqu'un. Majorité ou opposition, on va casser. Que dites-vous alors de la morgue de l'honorable Gekoko, actuel vice-gouverneur, qui a été en partie détruite dans le quartier? Nous connaissons, moi et vous, s'il vous plaît, M. Thierry Moussenepo. Moi, j'ai vu les images, Gekoko était là, on était en train d'enlever, de récupérer les choses calmement, on n'avait pas cassé. Contrairement, donnez-moi la maison de Némi Mouilagna là, contrairement aux autres, Gekoko était là, on était en train de détoler, amener les choses calmement, mais les autres, on vient casser. Il ne faut pas s'évader la face quand même. Monsieur Delphin, savez-vous que l'hôtel de ville, avant de venir casser, envoie des messagers? C'est le cas de Némi Mouilagna, on peut vérifier. Je ne sais pas si c'est sa maison ou pas. Je ne suis pas un conservateur des titres immobiliers pour voir les certificats des gens. Mais moi, je vous dis que lorsqu'une maison se trouve sur un collecteur ou sur la voie publique, on la casse. Sans prévenir quelqu'un qui a tous les documents. Mais attendez. Il y a quand même une procédure. C'est ça aussi l'état des droits. La procédure est que depuis très longtemps, nous tous ici à Kin, nous savons que le gouvernement provincial a signalé que les constructions anarchiques vont être détruites. Merci, M. Thierry Moussenepo. Pour regarder la caméra, le mot de la fin, on retient quoi de votre passage? C'est moi qui vous remercie. D'abord parce que vous nous avez donné le temps de pouvoir nous exprimer, mais aussi de dire aux Congolais qu'il n'y aura aucun moment où nous allons accepter que quiconque puisse venir piétiner sur la souveraineté de notre pays. C'est l'héritage de nos ancêtres. Qui qu'il soit, cette personne va se retrouver farouchement à la détermination des Congolais et à nous autres, les nationalistes, qui n'accepteront jamais à ce qu'il y ait une deuxième conférence de Berlin pour redessiner les frontières de notre pays. Nous n'allons jamais accepter à ce que nos enfants, à qui nous léguerons ce Congo, puissent vivre un Congo détruit, déstructuré, et qui ne serait pas dans les frontières actuelles. Merci. Monsieur Thierry Moussenepo, il était mon invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Thierry Moussenepo, communicateur de l'Union Sacrée, président de la Ligue des jeunes des CCU, parti cher à l'honorable Lambert Mende, l'homme intelligent de mon pays, qui était mon invité d'aujourd'hui. Merci pour vous. Vous étiez ici sur la chaîne de la Mama Nationale, CSS Télévision Canal Studio Satellitaire, les reflets de tout un peuple, la chaîne présidentielle. Au revoir.